Voilà, bonjour à tous chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur Télé 7, la chaîne républicaine. C'est votre émission Questions-Réponses. Comme vous le savez, c'est le magazine qui vous propose de pouvoir débattre ou échanger sur l'actualité congolaise. Mais selon le regard de vos compatriotes de la diaspora, je suis Fabien Var-Kousouanika. Aujourd'hui, je reçois pour vous dans une émission que je pourrais qualifier d'exceptionnelle parce que l'invité nous vient de Kinshasa. Il s'agit donc de Maître Matadi Nenga Gamanda. Il est donc député de la Tchangou, il est avocat et professeur d'université. Maître, bonjour. Bonjour Fabien, merci beaucoup. Alors, hello Galiboso, parce que aux Anabana Tchangou, d'ailleurs, avant tout en français, monsieur Tobé Rango Frangala, donc au PCB, on a un message, on a une initiative, surtout à télé Tchangou, pour y rendre bango visite de Néto-Tukoloba. Le problème à Tchangou, tous les gens pas ses alliés, tous les gens ont des difficultés. Mais Tchangou, bon, pour Tchangou, ça va Tchangou. Voilà. Tchangou, ça Tchangou. Alors maintenant, et puis on va essayer un peu de savoir, disons, de faire comprendre aux gens qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment êtes-vous député, qu'est-ce que vous avez déjà pu réaliser. Et après, nous allons entrer dans le débat en ce qui concerne la République démocratique du Congo, l'actualité bien entendu. Eh bien, vous avez donc le micro. Mais pour commencer, je vous pose une première question. Mais essayez un peu de vous présenter en long et en large pour ceux qui ne vous connaissent pas. En ce moment, ici, beaucoup de gens de la Tchangou sont en train de vous suivre. C'est vrai, peut-être qu'au pays, vous êtes connus, mais dans la diaspora qui vont vous suivre, la diaspora qui va vous suivre par la magie de l'Internet et par Télé Tchangou interposé, donc ces gens-là, peut-être, il y en a énormément qui ne vous connaissent pas. Comment pourrait-on vous présenter? Fabien, pour Nabiso, na Tchangou, problème avec le titre, Tolingango Pedzate, pour le titre Bomambo. Mais Tchangou est dit que je suis leur député, je suis leur représentant. C'est eux qui m'ont élu, à la fois en 2006, et ils m'ont reconfirmé leur confiance en 2011, et que je suis donc à l'Assemblée nationale, où j'essaie de travailler par rapport à leurs intérêts, en faveur de leurs intérêts, en tout cas en ce qui concerne mes interventions, en ce qui concerne le rapport que j'ai l'habitude de faire au gouvernement. Bien, pour le moment, je suis en même temps professeur ordinaire à l'Université protestante au Congo, mais j'ai estimé que je suis de la Tchangou et que je dois absolument aider la jeunesse de la Tchangou et que je dois être en quelque sorte un exemple pour la Tchangou. C'est ainsi que j'ai accepté des cours à l'université Révérend Kim, qui est une université installée aujourd'hui en Gili, au quartier. Juste à l'entrée là de voilà l'ancien Calbitus où c'est pas exactement. C'est le quartier 1. C'est le quartier 1. Et donc je donne des cours là-bas. La faculté de droit venait d'être ouverte. C'est une première année. Et c'est moi qui ai lancé d'ailleurs, j'ai été appelé par l'université pour faire la première leçon de rentrée académique. Et donc, je voudrais que la jeunesse de la Tchangou me voie régulièrement, que je participe à la formation de cette jeunesse. Mais pour le reste, je suis avocat à la Cour de cassation de notre pays, de mon pays, la République démocratique du Congo. Et voilà tout. Et justement, mais un élu doit être auprès de ses électeurs, doit être auprès de ses administrés. Peut-être, bon, vous n'avez pas une fonction exécutive, certes, mais vous devriez être auprès de vos gens qui vous ont élus, qui vous ont donné mandat pour parler à leur nom. Je comprends qu'il y a vacances parlementaires. Justement, nous sommes en train de faire cette émission ici. On est en Occident. Est-ce que ce n'est pas un abandon de vos électeurs? Comment vous vous retrouvez ici? Qu'est-ce qui vous amène? Voilà, dites-nous un peu. Non, je suis élu de la Tchangou, je suis élu de la ville de Kinshasa et je reste dans la ville de Kinshasa et donc je suis en contact permanent avec ma population. Et j'ai toujours, vous savez, on dit toujours que la population de la Tchangou est une population difficile, mais c'est une population que je connais. Je connais la culture de la Tchangou. Et quiconque ne connaît pas la culture de la Tchangou
ne pourra jamais s'y insérer. Il faut connaître la culture. Et comme on dit chez nous, Nazamonacham, parce que je comprends leurs difficultés. Ce ne sont pas des gens difficiles. Les habitants de la Tchangou ne sont pas des gens difficiles. Ils ne sont difficiles que quand ils constatent que vous êtes arrogant. Mais quand vous ne l'êtes pas, que vous vous intégrez à eux, ils sont polis, ils vous comprennent et vous pouvez les comprendre. Et donc vous avez décidé de jouer alors la carte de l'humilité avec les gens de la Tchangou dans ce cas-là? Ben écoutez... Par stratégie? Non, je suis intégré parce que sinon, je n'aurais pas fait des choses que beaucoup d'autres n'ont pas fait avant. Vous savez que je mange grâce à la Tchangou parce que j'ai une ferme. Et à la ferme. Nous allons parler de vos réalisations, justement. Ce sont autant de questions qu'on va vous poser dans cette émission, avant que nous puissions retomber sur l'actualité congolaise du moment. Mais d'aucuns pourront vous dire, mais Fabien, tout n'est pas une question. C'est vrai, Azamwana Tchangou, c'est vrai, nous l'avons élu. Nous voulons, à ce que je me souviens, lors de la campagne électorale, les gens disaient, nous voulons des gens qui vivent avec nous. Est-ce que vous vivez dans la Tchangou? Mais boni papa. Azamwana Tchangou, tu n'as pas la Tchangou. Nazana faire na Tchangou. Nazana faire. Voilà, donc j'espère que vous tous qui êtes en train de nous suivre à Kinshasa sur Télé7 de la chaîne républicaine, ou ceux qui nous suivent sur Internet par Télé Tchangou interposé, vous êtes donc fixé. Maître Matalinenga Gamanda, prof d'université et avocat, votre député a une maison dans la Tchangou. Alors, maintenant, au niveau des réalisations, là-bas, le rôle du député, il semble, c'est devenu un peu comme un Père Noël. Oui, c'est vrai. C'est presque un passage obligé. C'est vrai, Fabien. Le député est devenu celui qui est une espèce d'assistant de la population. Ceci parce que notre gouvernement est impuissant à aider justement cette population. Notre gouvernement, jusqu'à présent, n'a pas été à mesure d'apporter la solution nécessaire à la vie de cette population plus ou moins abandonnée à elle-même. Et donc, elle pense que celui qui doit résoudre cette population pense donc que celui qui doit résoudre cette situation, ces difficultés, c'est les députés. Et vous vous sentez à l'aise alors dans ce rôle? On n'est pas tout à fait à l'aise dans ce rôle-là. Parce que le député, il est le représentant du peuple auprès de la nation. Et le député dit, est l'intermédiaire, et il dit à la nation ce qu'il ne va pas dans telle contrée, par exemple, ou ce qui va. Et que donc, le gouvernement peut prendre cela en considération à l'occasion de l'examen du projet du budget. Et que les députés eux-mêmes interviennent à l'occasion du vote du budget pour faire retenir, par exemple, des sommes d'argent, des affectations budgétaires nécessaires pour la réalisation de ceci ou de cela qui apparaît important. Or, malgré cela, je vous dis que le budget ne prend pas généralement en compte les réclamations des députés, même si le vote de ce budget-là est fait par les députés. Mais pire que ça, lorsqu'un budget est voté et qu'il a été exécuté au cours d'une année, de la période budgétaire, du terme budgétaire, et lorsqu'on y arrive, le gouvernement ne fait pas généralement la reddition des comptes. Qu'est-ce que cela veut dire? On a constaté, par exemple, que le budget n'est exécuté qu'à 50 ou à moins de 50%. C'est-à-dire qu'il y a des affectations, au moins la moitié des affectations du budget, qui n'ont pas été respectées. En termes légaux, ou en termes légaux par rapport au droit, on dit que lorsqu'il y a une affectation budgétaire et que l'autorité budgétaire n'a pas désaffecté
ces sommes d'argent, l'utilisation de ces sommes d'argent pour d'autres besoins constitue un détournement. Et donc vous soupçonnez dans ce cas-là que le gouvernement, en fait, en ce qui concerne le budget de l'État, évolue de détournement en détournement. Parce que c'est récurrent, c'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que généralement, quand on parle de détournement, on pense que c'est l'argent que voler prend simplement dans la caisse de l'État, mettre dans sa poche. Non, le fait de désaffecter illégalement, disons, des fonds qui étaient prévus pour autre chose, pour le retourner pour la réalisation d'autre chose, même si c'est pour des besoins publics, ceci vaut un détournement. Mais vous soupçonnez, écoutez, là j'essaie un peu de comprendre. Si je comprends très bien aussi, c'est que vous vous soupçonnez qu'en faisant ces détournements, un premier détournement au sens où vous le dites, pour affecter, voilà, l'objectif principal, voilà, vers un autre objectif, peut-être pour encourager un autre détournement. Je donne un exemple. Si ce n'était pas, prenons que l'argent a été affecté pour, construire une route à Massina, vous détournez ça pour construire une route à Bandal. Peut-être que cette route-là... Même pas à Bandal. Si c'était à Bandal, on comprendrait encore. Bon. Si vous détournez ça pour construire une maison à Kababelolo, quelque chose comme ça, ou à Kaloulou... Parce que c'est votre territoire d'origine. Et vous comprenez que ce n'est pas possible. Et donc, ces choses-là sont très, très fréquentes dans l'exécution de notre budget. Et je crois que ça a même été... ça a été dit par la Cour des comptes. La Cour des comptes qui a examiné l'exécution. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que, pour des histoires qui reviennent... Bon, déjà, je vous rappelle également que vous n'avez pas vraiment répondu à ma question concernant vos réalisations. Vous allez y revenir. Qu'est-ce qui fait que, pour des histoires qui sont récurrentes, que les députés n'arrivent pas à taper du poing sur la table pour dire non, assez, c'est assez? Parce que, enfin, théoriquement, c'est vous qui avez le pouvoir. Oui, il est très difficile d'être député national en République démocratique du Congo. Très difficile, pourquoi? Et pourquoi vous ne démissionnez pas, par exemple, alors? C'est vous qui nous avez appris que la démocratie consiste en la majorité. Et lorsque nous votons, c'est la majorité qui s'exprime et c'est la majorité qui l'emporte. Nous sommes dans une Assemblée nationale divisée en majorité et en opposition. Et jusqu'aujourd'hui, la culture parlementaire n'est pas encore celle qui détermine les députés à voter par rapport aux intérêts nationaux. Le député est beaucoup, en tout cas, vote par rapport aux dictats de leur parti, aux dictats de leur organisation nationale, aux dictats de leur... autorité morale. Voilà, ok, c'est ce qu'on dit. Et donc, nous ne sommes pas encore arrivés à une telle culture. Mais par rapport à mon expérience personnelle, cette culture arrive malheureusement à la fin du mandat. C'est pratiquement vers la 4e année ou la 5e année du mandat qui coïncide avec la fin d'un mandat, où les députés comprennent qu'il faudrait mettre les intérêts publics, les intérêts nationaux et globaux, au devant des intérêts particuliers. Pourquoi? Parce que au début, les députés sont inféodés. Parce que quand il y a des élections, ils ont peur peut-être d'être... Il y a très peu d'anciens députés qui reviennent. Voilà. Il y a au maximum 10% par rapport aux deux dernières, de 2006 et 2011. Pour autant qu'ils ont été réellement élus. Oui, il y a à peu près 10% qui reviennent. Et 10% sur 500, ça représente à peu près 500, 10%. 50 à peu près 50. Alors, et donc, c'est insuffisant pour donner de l'impulsion. Parce qu'il faut encore se mettre, il faut encore que ces nouveaux députés apprennent la technique parlementaire et apprennent la culture parlementaire. Et quand ils arrivent à le savoir, on est presque à la fin du mandat et c'est un perpétuel recommencement.
Voilà, perpétuel recommencement. Je vous rappelle que vous êtes sur l'émission Questions-Réponses diffusée sur Télé 7, l'émission qui vous propose de débattre sur l'actualité politique congolaise. Enfin, pas seulement politique, mais les enjeux, en tout cas, en République démocratique du Congo. Et je suis avec Maître Matadi Nenga. Alors, Maître, je reviens. Voilà, comme toujours. Ah, vous êtes vraiment très, très rigoureux par rapport à votre nom. Donc, je l'ai déjà retenu, c'est Maître Matadi Nenga Gamanda, député de la Tchango. Alors, je reviens par rapport à vos réalisations. Donc, vous êtes député, plus proche de votre population, mais en ce moment, ici, les gens de Tchango me posent la question, mais qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Surtout ceux qui sont dans la diaspora, qui ont des familles sur place. Vous savez, ici, dans la diaspora, je ne sais pas si vous avez pu vous promener, si on savait peut-être que vous êtes député, il y en a qui peuvent dire, ah, tiens, vous savez ce qui se passe ici dans la diaspora. Alors, je ne sais pas si vous avez eu peur vous-même pour votre vie en arrivant ici. Et donc, ces gens-là aimeraient savoir qu'est-ce que vous avez fait réellement pour la population, même si, comme on le disait, ce n'est pas réellement votre rôle de pouvoir jouer à l'assistance sociale et ainsi de suite par rapport à vos électeurs. D'abord, ma réponse est par rapport à la diaspora. Et la diaspora congolaise, et particulièrement la diaspora de la Tchango, est une diaspora que je respecte. Bien qu'on critique souvent la diaspora, mais moi qui suis de la Tchango, j'ai beaucoup de respect pour le mien qui sont venus en Europe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est défaillante en matière de transport en commun. Le seul transport en commun dans la ville de Kinshasa a été réalisé grâce aux fonds et grâce aux interventions de la diaspora, et particulièrement de jeunes gens de la Tchango. Ouais. Coup de chapeau. Ça, c'est une évidence quand même. Les gens d'Enjili Massina. Oui, et donc, on ne peut pas, dans un pays, dans une capitale, où on a tout abandonné en matière de transport en commun, à une diaspora, à des gens qui sont eux-mêmes pratiquement démunis, qui doivent se débrouiller pratiquement en Europe pour vivre, parce que vous savez maintenant, avec la crise, c'est difficile, que ces gens maintiennent le transport en commun dans une ville comme Kinshasa. Il n'est pas possible de ne pas dire merci à tous ces jeunes gens. Alors, maintenant... Pendant qu'on y est, excusez-moi maître, ouais. Pendant qu'on y est, vous avez parlé du transport. Vous êtes député national. Vous l'êtes pour la Tchango, mais c'est pour toute la Tchango et sa diaspora. Même si la diaspora, la Tchango, n'a pas eu la chance de vous élire parce qu'elle a été exclue du vote. Et on a appris qu'il y a une interdiction des véhicules d'avant 2002, l'exportation en fait ou l'importation. Bon, ici on va parler d'exportation, que ceux qui sont ici ne peuvent plus exporter des véhicules vers la République démocratique du Congo pour autant qu'ils soient datés, surtout quand ils sont datés d'avant 2002. Comment vous avez-vous jugé cette mesure et qu'est-ce que vous avez fait pour justement soulager les vôtres qui sont ici et qui font énormément de choses pour vos électeurs sur place? Oui. Premièrement, il est vrai que nous avons beaucoup de cimetières de véhicules au Congo. Deuxièmement, il est vrai aussi que les vieux véhicules occasionnent beaucoup d'accidents. Mais, en dehors de ces deux inconvénients, parce que quand on prend une décision, il faut juger le bienfait par rapport aux inconvénients. Si vous réalisez un pourcentage plus élevé de bienfaits par rapport aux inconvénients, il me semble qu'il vaut mieux prendre le côté avantage. À partir du moment où le gouvernement n'assure pas les transports en commun, il devient hasardeux de prendre de telles mesures. En plus, la mesure aurait été bien accompagnée si elle s'était faite, si la mesure était elle-même accompagnée également de mesures d'incitation, disons, en matière d'investissement au transport. Autrement dit, le gouvernement pouvait considérer que les gens qui envoient des véhicules, par exemple, pour les transports en commun,
des véhicules datés de 2002 au minimum. Disons, qu'est-ce que je dis, disons que le véhicule le plus vieux soit daté de 2002 au plus, si vous voulez. C'est ce que je comprends. Et qu'en même temps, ces gens payent moins en matière douanière. De douane. Donc, que le tarif douanier soit incitatif en ce qui leur concerne. Par exemple, dire, si vous vous importez au Congo, ou vous exportez au Congo, des véhicules qui vont être des véhicules de transport en commun, eh bien, puisque l'État ne les fait pas, eh bien, vous payez 5%. Par exemple, de la valeur du véhicule. On pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, le véhicule qui daterait de 2002, 2003, 2004, 2005, en douane, il coûte cher. Et même ici, pour l'acheter, ce véhicule-là, il coûte cher par rapport à celui qui date de... Est-ce qu'en prenant cette mesure, sans incitation d'importation et d'exportation, est-ce que c'est favoriser la population congolaise? Je ne pense pas. Parce que c'est lui qui paye cher un véhicule, qui les dédouane cher, il a tendance à augmenter le frais de transport. Parce qu'il doit amortir le véhicule et il veut envisager aussi des bénéfices. Mais je voudrais quand même vous le dire aussi. Parce que je connais quand même les milieux. Ces gens-là qui envoient des véhicules au Congo, ils ne les font pas pour des raisons commerciales. C'est pour aider leur famille. Ils ne gagnent rien. Vous ne pouvez pas exploiter un véhicule au Congo en matière de transport comme ces véhicules-là et gagner. Non, impossible. Ils envoient ces véhicules-là pour qu'ils fassent le transport, pour aider justement leur famille. Mais en même temps, ces véhicules aident la population en général. Et donc, nous le savons. Mais ici, les gens aussi se posent des questions. Est-ce que si les accidents et consorts, comme vous l'avez dit, sont la cause de cette mesure, mais est-ce que c'est simplement parce que ces véhicules sont vieux qui causent des accidents, où il y a des problèmes d'entretien sur place, il y a des problèmes même de chauffeurs qui sont très mal formés. Ces gens-là, d'où viennent-ils pour commencer à conduire? C'est des gens qui apprennent dans des combis, comme on dit, et ainsi de suite. Fabien, vous êtes en train de me conduire certainement dans des filières économiques, parce que vous-même vous êtes économiste, un journaliste économique. Mais moi, c'est que non, pas forcément. Mais je voudrais quand même vous dire que c'est manifestement un problème extrêmement grave pour notre gouvernement, parce que ce sont des mesures qui sont prises en très peu de temps, qui ne sont pas étudiées. Parce que dans d'autres pays, il y a des laboratoires qui fonctionnent pendant 2 ans, pendant 3 ans, pour étudier une question, pour étudier une décision. Le ministre peut partir, un autre vient, mais il y a toujours un bureau d'études qui lui dit, voilà, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que nous sommes sur cette question, voici ce que nous faisons. Donc, en réalité, on revient toujours sur ce qui a déjà été fait. C'est un perpétuel recommencement de mêmes mesures qui ne donne rien du tout. Et ceci, en français, ça a un mot spécial, un mot précis que je ne voudrais pas citer ici. Ben, ça serait quand même bien qu'on puisse le citer, comme ça tout le monde comprend. Et puis, vous êtes juriste. Je ne suis pas juriste, mais simplement par l'expérience. Ici, quand une décision est prise comme ça au niveau du gouvernement, surtout une décision d'une telle importance, d'abord, on prépare les gens. On vous dit, il y a un temps pour annoncer la décision, il y a un temps pour l'appliquer, et entre l'annonce et l'application, on vous laisse même une marge peut-être de plusieurs mois ou même de plusieurs années. Ici, on décide, demain on applique, et finalement, ben, les gens sont là. Pendant qu'on a décidé ça, il y a des gens qui avaient déjà des véhicules qui à Anvers, qui à Marseille, qui, je ne sais pas moi, à Berlin, et puis comme ça, mais finalement, il y a des trucs qui sont restés... finalement, on se dit, mais est-ce que ce gouvernement-là
il est en train de travailler pour les gens ou bien pour faire souffrir les gens. Et on ne comprend pas pourquoi parfois la diaspora se met en colère pour certaines choses. Je ne connais pas le contexte dans lequel travaille le gouvernement. Il est possible qu'un membre du gouvernement soit sous pression. Je ne connais pas. Je ne sais pas comment il fonctionne. Mais seulement, j'estime que une mesure, effectivement, doit être étudiée dans son impact social. Dans son impact social. Ce qui ne me semble pas avoir été le cas ici, surtout pour deux raisons. D'abord, le gouvernement n'assure pas le transport en commun, particulièrement dans les villes de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani, de Matadi, Mbujima et Kananga et autres, les Kindu. Et on apprend qu'il y a 50 bus qui sont arrivés à Kinshasa. 50 bus, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Et des deux, non seulement le gouvernement ne le fait pas, mais il n'a pas, comme je le dis, organisé disons des incitations financières par rapport donc à nos amis qui envoient les véhicules ou qui les importent. Alors maintenant, tout ceci dit, revenons un peu à ce que vous disiez par rapport à la diaspora de Tchangou que vous étiez en train de remercier. Oui. Et maintenant, par rapport à vos électeurs. Oui, je disais donc que en réalité, c'est dans le programme gouvernemental et dans le programme budgétaire. Il y a le budget qui prévoit et tout cela pour le pays, pour la nation tout entière. Mais étant donné que cela n'est pas fait, la population prend en quelque sorte les députés comme en otage. On dit, mais monsieur le député, si vous ne faites rien pour nous, en tout cas, nous ne serons pas votés pour vous. Eh bien, le député devient otage, mais en même temps, le député aussi, c'est une personne humaine qui a un cœur, qui a des sentiments. Le député, c'est la personne qui est en contact permanent avec sa population. Ça fait mal de voir ces gens-là. Je voudrais vous dire, Fabien, que quand vous parlez de la Tchangou, beaucoup de gens croient que la Tchangou, c'est cette route-là, c'est le boulevard Lumumba, c'est des maisons qui se trouvent de gauche. Il faut entrer à Massina, entrer à Kimbanseke, à Mikondo, à Njili. Mais je vous assure, pour voir. C'est une dizaine de kilomètres pour traverser Kimbanseke. C'est une dizaine de kilomètres, passer le rail pour aller de l'autre côté de Massina. Vous trouvez des enfants qui ont des cheveux lisses, non pas parce que ils sont métissés, ils sont non, mais parce qu'ils ont le kwashiorkor. Ils ont des ventres gonflés, non pas parce que ils ont des grossesses et disons tout petits enfants, garçons et filles, non, mais ce sont des ascaris. Nous sommes là en pleine ville de Kinshasa. Il y a des enfants de la Tchangou qui n'ont jamais vu un véhicule. Mais plus, je vais vous dire une chose, c'est que ceci c'est en relation avec la santé. Ils boivent l'eau de pluie, ces gens-là. En ce qui concerne les études, il y a aujourd'hui 50% des enfants de la Tchangou qui n'étudient pas. Et donc, c'est un problème grave. Parce qu'à 15 ans, vous voulez que cet enfant commence la première année primaire comment? Parce que les parents n'ont pas d'argent. On a dit que les études étaient gratuites, mais ce n'est pas vraiment cela. Parce que ces parents-là sont confrontés par des demandes des écoles en ce qui concerne tel ou tel frère. Ils ne peuvent pas y faire face. Pourquoi ils ne peuvent pas y faire face? Il n'y a pas de travail dans la ville de Kinshasa. La plupart des industries, la plupart d'employeurs ont fermé. Ici en Europe, on vit ça. Si la crise est telle en Europe, alors au Congo, elle est particulièrement grave.
Et donc, à la Tchangou, je peux vous dire que tout le monde est pratiquement sans travail. Presque. Sans travail. Et donc, ces gens-là, vous voulez qu'ils vivent comment? Ils sont en enfer sans l'être. Alors, le député en arrive alors à avoir des sentiments, à vouloir, par rapport à son cœur, de faire quelque chose. Moi, j'ai pu voir, je suis allé dans un complexe scolaire Saint-Joseph, à Kimbanseke, où vous avez 1600 enfants qui viennent étudier et qui ne peuvent pas boire de l'eau. Et boire de l'eau fraîche. Ce qui n'est pas possible. Et donc, j'ai dû alors, grâce à l'appui des religieuses, faire une citerne d'eau potable pour ces 1600 enfants. Mais le jour où on a inauguré cette citerne, oh Dieu seul sait comment les enfants se sont mouillés. Ils étaient en uniforme, souliers, mais c'est la première fois qu'ils voyaient de l'eau comme ça. En plein Kinshasa. J'ai pleuré. J'étais ému des sentiments tels que j'ai pleuré. Eh bien, vous savez également que la Tchangou est un district, si vous voulez que je parle en termes de district, disons, qui n'a pas de voie de communication entre quartiers. Il y a un mot, on dit qu'il est enclavé. Enclavé. Vous savez que pour quitter Kimbanseke à pied, ou pour quitter Kimbanseke avec nous appelons ça avec des charrettes, le petit commerçant devait quitter Kimbanseke, rentrer sur le boulevard Lumumba et prendre le quartier Ndjili pour rentrer dans la commune d'Ndjili. Eh bien, j'ai dû faire un petit pont qu'on appelle le pont Nsanga, sur la rivière Nsanga. Il en était de même de gens qui quittaient Kimbanseke pour aller le quartier Mokali, pour aller dans un autre quartier de Kimbanseke qu'on appelle Kingasani. Parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Tchangou croient que Kingasani est la commune. Oui. Ouais. Kingasani est un quartier de Kimbanseke. Un quartier de Kimbanseke, d'ailleurs qu'on a commencé à diviser maintenant en d'autres quartiers. Alors, vous quittez donc Mokali pour aller à Kimbanseke, à Kingasani, il n'y a pas un pont. J'ai dû faire un deuxième pont. Mais c'est trop pour une personne seule. Nous avons un petit centre médical à Massina, mais surtout un centre de formation pour filles. Les filles abandonnées, les filles mères qui n'étudient pas. Parce que là-bas, on n'étudie pas. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Les gens, vous pouvez demander à un responsable politique, mais qu'est-ce que la Tchangou? Kimbanseke c'est quoi? Kimbanseke à lui seul a 46 quartiers. Kimbanseke à lui seul, si on compte bien, a 2 millions d'habitants. Mais c'est ça justement aussi le paradoxe. Comment ça se fait qu'une population, on le disait, la Tchangou au total fait, si les calculs sont encore bons, à peu près 40% de la population de tout le Kinshasa. On pourrait même aller peut-être vers 45 ans si... oui, tout à fait. Comment ces gens-là ne peuvent pas se faire entendre pour que justement qu'ils puissent être pris en considération? Non. Et c'est le rôle que vous devriez faire. Est-ce que justement vous ne travaillez pas en synergie en député de Tchangou pour faire pousser certaines revendications? La culture est telle que notre population dit que c'est les députés qui doivent tout faire pour elle. C'est les députés qui doivent aller au gouvernement chercher l'argent et tout faire. Ce qui n'est pas la compréhension de la démocratie. La démocratie, les députés n'est qu'un représentant. Donc, les titulaires du pouvoir peut agir lui-même. Mais alors, dans ce cas, pourquoi vous ne formez pas, par exemple, des leaders de masse qui peuvent justement booster la conscience, je dirais même la conscience du pauvre, hein, excusez un peu le terme pour... Je crois, Fabien, que cela va arriver. Il ne faut pas l'acquisition d'une conscience, d'une culture,
ne se fait pas en un jour, en 2 jours, en 3 jours. C'est aussi une contagion. Les autres, la population congolaise, voit comment les autres populations du monde se débrouillent en dehors de leurs députés. Je crois que vous qui êtes des médias, c'est vous qui nous aidez à comprendre cela. Mais la population congolaise, d'abord, notre Machangu à moi, là, voit la télévision comment? Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Vous êtes en train de faire, vous êtes une télévision de la Tchango, mais vous aurez du mal à vous faire voir, à vous faire entendre facilement. Ben c'est pourquoi nous avons décidé de commencer par Internet d'abord, et puis si tout va bien, petit à petit... Nous avons cette difficulté-là. Mais je voudrais dire que parfois l'autorité congolaise a des difficultés pour comprendre que en faisant les choses dans l'intérêt public, elle ne se cause pas du tort. Parce que à partir du moment où tout est bien, qu'il y a des hôpitaux, qu'il y a des écoles, que l'État s'occupe de ceci et de cela, même si les parents doivent intervenir, eh bien, en cas de difficulté dans votre famille, vous n'aurez pas à débourser de l'argent pour le soin de quelqu'un, parce qu'il y a une mutuelle, parce qu'il y a une assistance. Donc, chercher à détourner l'argent pour aider votre famille serait inutile. Et puis c'est une culture qu'il faut acquérir. Pour être bien, on n'a pas besoin de poches bien remplies. Ça, c'est bien dit. Autre chose, chaque fois, lorsque je pense, je regarde un peu la Tchango, et cela est encore beaucoup plus fort que je suis devant un député de la Tchango, je me suis toujours posé une question, et je vais vous la poser. Imaginez-vous aujourd'hui que le pont Ndjili tombe, s'écroule. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le reste de la ville va être coupé de la Tchango, qui est un espace qui a plus ou moins 4 millions d'habitants dans la ville, mais plus va se couper de l'aéroport international. Et donc, ça sera la rupture et d'une fonction, disons, d'une fonctionnalité importante de la République démocratique du Congo. Et alors, comment ça se fait que... C'est ça justement la réponse. C'est-à-dire que les conséquences risquent d'être catastrophiques, que ce soit pour les gens de la Tchango, que ce soit pour l'autre partie de Kinshasa. À la limite même, les gens de la Tchango pourraient se débrouiller parce que le foufou viendra toujours, et ainsi de suite. Mais bon, pourquoi on peut autoriser à ce moment-là aux gens de la Tchango d'aller à l'aéroport à pied pour prendre les avions, parce qu'ils ont l'habitude de faire les pieds. Mais je vous dis que c'est une question importante. Et je m'imagine que le gouvernement congolais devra se mettre effectivement disons dans la situation obligatoire de faire un deuxième pont, de faire une deuxième route. Même pourquoi pas une troisième? Oui, pourquoi pas une quatrième? Qui puisse conduire les gens qui vont à Ndjili, à l'aéroport de Ndjili, de diversifier donc, et disons, les voies. Voilà, on espère parce que ici, normalement, bon, quand on est à l'extérieur, on fait toujours des comparaisons. Une rivière comme l'Andjili, si elle était en Occident, je me demande, elle aurait combien de ponts? Je vous dis que peut-être il faudra en compter plus d'une vingtaine, quoi. Donc voilà, mais la Seine c'est encore plus grand, mais il y a des petites, je pourrais même dire rigole ici en Belgique, mais quand vous voyez les nombres de ponts, la question que je me pose, comment depuis 50 ans on n'a pas pu... La question que je me pose, je vous dis que j'ai posé 2 petits ponts à Kimbatseke, sur Nsanga et sur Mokali, la rivière du côté du Mokali. Mais est-ce qu'une commune, est-ce que une ville ne peut pas faire ça? Vraiment, vous pensez que moi, là, j'ai eu plus d'argent qu'une commune et que j'ai eu plus d'argent qu'une ville? Sincèrement parlant. Je suis quoi? Je suis un simple député national.
c'est les émoluments, les indemnités qu'on paye au député national. Et un député n'a pas dans son rôle le temps, par exemple, ou que dis-je, la responsabilité d'interpeller aussi les autorités communales, les autorités de la ville, surtout quand cela a une implication par rapport à ses électeurs? Pendant tout le mandat des députés, le mercredi a été fixé comme le jour où nous interpellons le membre du gouvernement. On peut interpeller les membres du gouvernement, on peut interpeller les membres des entreprises publiques. Maintenant, elles sont en train de devenir des entreprises commerciales. Et donc, on peut interpeller. Mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un ministre a été défenestré pour détournement? Qu'un ministre a été défenestré parce qu'il a été convaincu par le Parlement d'un détournement ou d'une déviance professionnelle? Qu'un PDG a été conduit et traduit en justice pour détournement ou pour autre criminalité? Mais jamais, parce qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui estime que ces gens-là, permettez-moi de parler africain, sont leurs frères, sont leurs protégés. Et cette majorité-là ne peut pas voter pour qu'un ministre qui manifestement a détourné ou qui manifestement est incompétent, que ce ministre-là parte. C'est une question, je vous dis, de culture parlementaire. C'est donc la triste réalité en République démocratique du Congo. Je vous rappelle que vous êtes dans Questions-Réponses, l'émission de débat, d'échange sur les enjeux politiques, économiques et sociaux en République démocratique du Congo. Je reçois aujourd'hui pour vous Maître Matalinenga Gamanda, député de la Tchangou, avocat et professeur d'université. Alors, pour faire tout ça, il faut avoir beaucoup d'argent. Et je ne sais pas combien vous gagnez en tant que député. Et selon ce qu'on apprend, ce qu'on entend, je n'ai pas une idée de ce que touche un député, mais il semble que c'est quand même c'est énorme, surtout lorsqu'on se met en tête, où je dis, si l'on considère la tension salariale en République démocratique du Congo entre les plus petits salaires et le salaire d'un député. Ça ne vous gêne pas? Non. Personnellement, je vous réponds très clairement à cette question-là. Je ne suis pas gêné. Parce que de ce que je gagne, je ne sais pas, je profite. Je ne profite peut-être que de 40%. Parce que tous ceux qui disent que les députés gagnent beaucoup d'argent, ils ne font pas le calcul des gens que les députés enterrent. Vous savez, c'est rigolo, ça donne à rire, mais que c'est les députés d'une conscription électorale qui enterrent les morts. Beaucoup de morts sont enterrés par les députés. Vous devez acheter les cercueils, vous devez intervenir pour des frais médicaux. Si vous n'intervenez pas dans certaines maternités, les enfants sont retenus par le centre. Mais je voudrais vous dire que par rapport aux indemnités que gagnent les députés et par rapport aux indemnités que gagne le ministre, le député est plus exposé aux dépenses. Le député, comme on dit à Lingala, chef Wabatu. Mais en même temps, on va dépenser. J'étais à Kinshasa pendant les élections. Ouais. Les électeurs disaient: ah, ton votable, tout le monde a eu du soutien. Non. Les électeurs sont très exigeants. Ah, donc ils ont menti alors? Non, ils n'ont pas menti, ils sont exigeants. Ils n'ont pas dit la vérité. Non, je ne dis pas qu'ils n'ont pas dit la vérité, je dis qu'ils sont exigeants. Ils veulent que leurs députés dépensent leurs dons. Mais les députés ont une limite. Les députés ont une limite. Alors maintenant, je vais répondre à votre question précise. Est-ce que les députés gagnent plus que tout le monde? Oui, par rapport aux salaires qui sont distribués au Congo, les députés, il a des bonnes indemnités
qui peuvent l'aider. C'est combien s'il n'avait pas, mais Fabien, écoutez-moi, s'il n'avait pas de dépenses populaires à faire, ça pouvait marcher. 10 000 $? Non, je ne pense pas que le député ait 10 000 $. Aujourd'hui... On a fait le calcul, vous arrivez même à 12 000 si on considère les frais de fonctionnement, les frais de ceci. Je ne suis pas comptable. Mais je sais que le député a certainement 6 000 $. Net. Oh, oui. Auquel... Sans compter les loyers. Non, tout avec les loyers. Mais auquel il faut ajouter 500 $ de communication. 500 $ de communication. Et il a des frais d'installation. Je ne sais plus... les 18 000 $. Non, c'est pas ça. Qui avoisine 10 000 $, je crois. Qui avoisine 10 000 $. Et vous savez qu'il y a des députés, puisque c'est vous qui les élisez, c'est la population qui les élit, et que vous voyez quelqu'un qui quitte à Haru, qui quitte... oui, le pauvre, il vient à Kinshasa parce que la population l'a élu. Il faut quand même qu'il trouve un endroit où vivre. Parce que vous n'élisez quand même pas quelqu'un pour vous représenter, pour qu'il soit misérable. Pourquoi les gens veulent que les députés soient misérables au moment où vous l'avez élu pour qu'il vous représente? Non, les gens ne veulent pas que les députés soient misérables. C'est que les gens ne veulent pas, c'est qu'il y ait une catégorie de privilégiés dans un pays, alors qu'il y a une législature qui est là, qui se termine, rien n'a été fait pour augmenter les salaires des autres. Même, maître, excusez-moi, mais je vais vous poser une question, une simple question. Voilà là où parfois les gens, ça gêne un peu. Nous avons une situation de guerre, on va en parler tout à l'heure. Les militaires, ils gagnent combien? Ce n'est pas ça. Moi, c'est quand même une réalité. Oui, et d'ailleurs, le président de la République a renvoyé pour la deuxième lecture le budget à l'Assemblée nationale pour l'augmentation du salaire des militaires, qu'il trouvait insuffisant par rapport à la première lecture. Mais ils n'auront jamais 200 $, 300 $ pour des gens qui donnent leur vie pour le pays quand même. Alors maintenant, je voudrais, puisqu'on parlait du député, vous ne pouvez pas dire dans un pays, monsieur le professeur, nous voulons vous payer 100 $, parce que la plupart des ouvriers et des gens ont 150 $. Non, il faut quand même commencer par rendre l'une ou l'autre catégorie de personnes bien, c'est-à-dire que décider qu'à partir d'un certain moment, on commence à reconnaître des salaires convenables aux gens au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas refuser qu'au fur et à mesure, qu'on refuse d'augmenter les salaires. Il faut les commencer quand même quelque part. Maintenant, vous dites, pourquoi on a commencé par les députés? Oui, mais vous devez commencer par les députés, parce que c'est celui-là qui défend les intérêts. Parce que s'il n'a pas une émulation pour la défense de quoi que ce soit, il fera strictement rien du tout. Et donc, mais maintenant, quand le député est au Parlement, et qu'il a le temps, au lieu d'aller faire le commerce, de vendre des sacs de foufou, il doit quand même venir au Parlement pour participer aux travaux, les travaux du budget, les travaux pour savoir comment interpeller le gouvernement pour qu'il fasse ceci ou cela. Grâce aux députés, vous avez, avec certitude, une certaine proportion, disons, d'amélioration de la vie sociale. Parce que, même si aujourd'hui, le militaire, même si aujourd'hui les fonctionnaires ne gagnent pas suffisamment bien, mais le peu qu'ils gagnent est en augmentation par rapport aux travaux des députés nationaux. Voilà, merci Maître Matali Nenga. Les gens sont en train de vous suivre. Ce sont donc les gens qui vont vous juger par rapport à vos arguments, surtout en ce qui concerne... Oui, mais je ne vis pas que de l'argent des députés, hein, parce que je suis quand même avocat. C'est vrai, enfin... Si dans votre cas, ça ne se vérifie pas, peut-être dans d'autres cas, ça se vérifie. Donc, on parle du député en général, vous n'êtes pas visé personnellement. Bien, mais il faut aussi, Fabien, comprendre que
les députés fait vivre son parti. Ah, ça aussi c'est une question importante. Oui, ce n'est pas comme ici en Europe où les membres du parti cotisent pour le parti. Ben ici aussi, les députés, ils donnent quand même une partie de son salaire au parti. Hein. Mais est-ce que vous savez que nous, il y a des partis où on paye parfois 1000 ou plus de 1000 dollars par mois au parti? Ah. Oui. Alors, quand vous payez cela, parce que vous avez des gens au parti, ces gens-là sont des Congolais. Le parti ne fait pas un travail. Cela suppose que le parti aide aussi à la campagne, ou bien c'est... Bon, ce n'est pas avec le 1000 dollars que les députés payent. Par exemple, moi je suis du mouvement de solidarité pour le changement. Entre parti d'opposition ou parti du gouvernement? C'est un parti d'opposition. Et le mouvement de solidarité pour le changement, parce que nous estimons que pour changer, il faudra que toute la population congolaise soit solidaire. Et donc là, nous avons des gens qui travaillent dans le parti, mais qui n'ont pas d'autres fonctions ailleurs. Mais ces gens-là doivent être payés. Ces gens-là doivent être payés, ce sont des citoyens. Mais ils vont être payés comment? Les membres du parti n'ont pas d'argent, ils ne font pas de cotisations. Ce sont les députés qui font fonctionner cela. En tout cas, je ne prends pas parti pour tous les députés, en tout cas en ce qui me concerne. En ce qui concerne mon parti, eh bien, nous payons gros. Nous sommes 2 députés dans mon parti, et Laurent Batoumona, qui est le président du parti, et moi qui suis le premier vice-président. Et donc, nous ne sommes que 2 députés pour notre parti. Nous payons gros pour que le parti vive. Vous avez cité un nom. Il est député, il est aussi ministre provincial. Non, il n'est pas ministre provincial. Ah, il a été. Il était aussi vice-gouverneur. Mais aujourd'hui, il est député national. Tout court. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Et donc, en fin de compte, il ne nous reste rien du tout. D'accord. Que le ciel vous entende. Alors, maintenant, il nous reste au moins, je vois là, quelques petites minutes avant de finir cette émission, au moins 5 petites minutes. On ne va pas quand même terminer l'émission sans pour autant parler d'actualité. Vous êtes un homme politique. Il y a les négociations de Kampala. Qu'est-ce que vous en pensez un peu plus rapidement? Et puis, on a parlé du cadre des concertations pour la cohésion nationale. Est-ce que vous y croyez d'abord? Et si vous y croyez, pour vous, quelle configuration un tel cadre pourrait prendre? Je crois que c'est Boileau qui disait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour l'exprimer arrivent aisément. Si l'on veut faire des négociations convenables, il faut savoir d'abord à quoi on veut arriver. Et on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour arriver au résultat. En Centrafrique, ça n'a fait 4 jours. En Centrafrique, ça n'a fait que 3 ou 4 jours. Chez nous, ça dure. Je fais également partie de ce qu'on appelle le PNR. PNR, c'est Partisans pour les négociations révolutionnaires et républicaines. Partisans pour les négociations républicaines. Nous sommes plusieurs partis de l'opposition, plusieurs députés membres de cette plateforme, mais aussi nous avons quelques députés de la majorité qui sont membres de cette plateforme. Qu'est-ce que nous disons? Vous ne pouvez pas, vous avez une chemise déchirée au niveau du ventre, vous dites, nous allons raccommoder ici, et je laisse le trou qui est derrière. Et nous sommes, si vous voulez réparer une chemise, réparez-la, raccommodez-la partout où vous avez des trous. Et ça vous permet d'avoir, vous allez chez un tailleur, ça vous permet d'avoir une chemise convenable et tout ça. Lorsque la République démocratique du Congo, telle qu'elle vit actuellement, elle a beaucoup de problèmes. Et d'abord, pourquoi ces problèmes? C'est à la suite des élections que je pourrais dire malencontreuses, mal organisées, et dont les résultats étaient des résultats plus ou moins
D'autres disent entaché d'irrégularité, de beaucoup d'irrégularités. Enfin, bon, il y a eu beaucoup d'expressions là-dessus. Parce que vous êtes déjà dans la barre, vous estimez que non. Il y a eu beaucoup d'expressions là-dessus. Les élections n'étaient pas fiables, n'étaient pas transparentes, n'étaient pas des bonnes élections. Et comme il n'y avait pas de bonnes élections, il est difficile de dire qu'il y a une majorité parlementaire. Et donc, vous considérez quand même que ceux qui posent des problèmes de légitimité du pouvoir en place ont raison de poser ce problème-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait organiser, reconstruire une majorité parlementaire, au-delà de la majorité présidentielle qui existait déjà. Il y avait une majorité autour du président de la République. Mais cette majorité présidentielle n'est pas une majorité parlementaire parce que le Parlement était des élus. Or, les élections étaient mauvaises. Il fallait donc reconstruire une majorité parlementaire qui allait désigner, au sein de laquelle allait sortir un Premier ministre, lequel allait former le gouvernement. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu une espèce de coup où la majorité présidentielle, si vous voulez, s'est constituée en majorité parlementaire. Mais comme vous le savez, les choses ne marchent pas. On ne se cache pas. Même les gens qui sont de la majorité nous le disent. Quand ils sortent de la salle, ils disent oui, d'accord, j'ai dit ça, mais c'est ça aussi les Congolais. Ils disent le contraire de ce qu'ils pensent. Ils disent ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Pourquoi vous ne l'avez pas dit dans la salle? Et donc, concrètement, votre formule, c'est quoi? Concrètement, notre formule, c'est que par rapport à ces négociations, qui sont des négociations de Kampala, il devait y avoir des négociations d'ordre général, républicaines, pour que les gens, tout le monde, se mettent sur la même table, qu'on se dise la vérité. Un peu comme Sun City, moi, les Rwandais et les Ougandais? Bon, un peu comme Sun City, mais en très peu de temps. Mais les Congolais, l'expérience a montré qu'on aime un peu ce qui tire. Oui, les Congolais, on va voir des PRDM. Non, je pense que c'est tout ça, mais aussi, oui, de cette pauvreté-là, de PRDM. Non, mais vous savez, même quelqu'un qui est bien payé, il aime toujours avoir. Hein? Je crois que c'est une espèce de maladie. C'est pour ça qu'il nous faut un leadership capable d'imprimer ou de faire imprimer à la République démocratique du Congo des vraies valeurs. Et comme vous parliez de Kampala, j'y reviens, vous disiez pourquoi les Congolais ne sont pas en mesure de faire les choses aussi rapidement que les autres. D'abord, il y a un problème de compétence. Mais avoir 2-3 personnes dans une délégation qui sont compétentes, ça ne suffit pas. Je sais que le ministre congolais des Affaires étrangères, M. Raymond Chibanda, je sais que c'est un homme très très bien formé, je lui reconnais cette compétence. Et il y a aussi le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, M. Crispus, et c'est Kiyonga, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est un homme compétent, mais ça ne suffit pas. Il suffit de voir quels sont les gens qu'on a envoyés pour négocier. Parce que dans une négociation, il y a des termes bien précis. Moi, je pense personnellement que ce n'est pas ça qui va conduire le Congo. Donc vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut arrêter avec Kampala? Moi, je pense qu'il faut des négociations nationales, des négociations républicaines avec tout le monde. Est-ce que c'est mauvais de se remettre avec d'autres personnes de toute la République démocratique du Congo, des représentants, et à côté, par exemple, du M23, et tout le monde discute? Est-ce que c'est mauvais? Merci, Maître Matalinenga Gamanda. Je rappelle donc, vous êtes membre du MSC, vous êtes également avocat. Du MCR. Du MCR. Mouvement de solidarité pour le changement.
Voilà, merci maître. Et je rappelle, hein, vous êtes avocat et professeur d'université, donc à l'université protestante du Congo, où je salue Glory Ambouyi. Je salue également tous les étudiants des facultés catholiques, enfin maintenant c'est l'université catholique au Congo, l'Alma Mater. Et bon séjour à Kinshasa à mon jeune frère Francis Ndombi. Je n'oublie pas la petite Fariel Kouswanika. Jocelyne Chibala certainement également me suit en ce moment ici sur Télé 7. En tout cas, je vous retrouve lors de la prochaine édition des questions-réponses. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Et tout ce qui a été dit ici n'engage que leurs auteurs. Et ce qui est dit, est dit.